Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du PSG, très chaude ces derniers jours avec des dossiers qui devraient se boucler dans les toutes prochaines heures. On peut penser à Kvaratskhelia mais aussi Kolo Muani, le PSG est tombé d'accord avec un autre club pour le faire partir jusqu'en fin de saison. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo, mais aussi sur le marathon de matchs qui a commencé dimanche au Parc et dont on va retrouver les joies demain soir, des matchs en milieu de semaine avec la Coupe de France pour cette fois, avant les 2 prochaines semaines, la Ligue des Champions, c'est 2 matchs à la vie, à la mort bien sûr. D'ici là, il faut gérer les temps de jeu et dans cette optique, la composition qui sera alignée demain soir est très difficile à deviner parce que Luis Enrique a déjà fait tourner contre Saint-Etienne de manière surprenante dès dimanche. Et donc demain, on peut s'attendre à voir les titulaires qui étaient sur le banc contre Saint-Etienne sur le terrain dès le coup d'envoi. Bref, on va revenir sur la Coupe de France, Espali et tout ça, mais en fin de vidéo. Parce que bien sûr, les gars, il y a un transfert qui est quasiment bouclé. On attend la visite médicale et l'officialisation. C'est un des transferts les plus excitants de ces dernières années, à savoir le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Ça fait 8 mois qu'on le piste et on boucle le dossier en 4 jours, au moment où on l'attendait le moins, puisque jeudi dernier, quand l'info est sortie dans un média napolitain, personne n'y croyait vraiment, tant c'était enterré. Et on parlait d'une prolongation qui certes patinait depuis 2 mois, mais sans signaux très très négatifs du côté de Naples. Et donc en 4 jours, scénario typique Luis Campos et PSG, Luis Campos qui réussit enfin un gros transfert parce qu'on parle de base supérieure à ce qui a été fait avec Gonçalo Ramos ou João Neves qui eux, c'était particulier parce que Benfica, le Portugal, c'est un contexte que Luis Campos maîtrise. Là, le Napoli De Laurentiis, beaucoup moins et donc il faut aussi tirer notre chapeau à Luis Campos. Kolo Muani, je l'exclus parce que c'était un dossier de Nasser quasi exclusivement sur cette fin de mercato 2023. Donc, Kvaratskhelia, c'est bouclé. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, les confirmations de Fabrice Hawkins, Loïc Tanzi, toute la planète foot. Accord avec le Napoli autour de 70 millions fixes et donc des bonus. À voir jusqu'où la note grimpera, 75, 80, qui était réclamé initialement par le Napoli cet hiver. Et le PSG a donc prévu la visite médicale dans la semaine. Selon Loïc Tanzi, le joueur atterrira demain après-midi à Paris. Donc, tout pourrait aller assez vite. Et finalement, il y a un monde où l'officialisation arrive moins d'1 semaine après la première fuite dans la presse. Autre précision, c'est celle de Fabrice Hawkins qui dit que le PSG et Naples ont réussi à se mettre d'accord pour échelonner les paiements. Et ça, c'était une condition pour qu'on puisse être encore actif sur le mercato hivernal. En gros, qu'on fasse d'autres recrues, potentiellement des gros transferts, hein, parce que bon, les transferts à 20-30 millions, je pense que on n'a aucun problème à les réaliser. Là, voilà, donc on réussit à échelonner les paiements. L'équipe aujourd'hui a dit qu'au sein du club, après le recrutement de Kvara, on n'exclut pas un second joueur offensif dès cet hiver, qui ne sera pas John Duran, l'attaquant d'Aston Villa, puisque selon Loïc Tanzi, il y a bien des discussions et un intérêt, mais c'est pour l'été prochain. Le joueur a prolongé jusqu'en 2030 dans son club en novembre dernier. Et cet hiver, voilà, ils ne veulent pas le laisser partir. Et en plus, plus les jours passent, plus leurs exigences qui filtrent dans la presse grimpent. Au début, on parlait de 80 millions. Là, ça parle de 120. On a vu passer ça aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est, je pense, un dossier pour l'été prochain. Ce sera pas une coup de cou non plus, parce que le Bayern s'est positionné concrètement sur lui pour un transfert définitif. Chelsea en demande 70 millions et le joueur est ouvert au départ. Alors, est-ce que ça va se faire? Pour l'instant, on n'est pas sûr à 100%. Hein. Il n'est pas non plus joueur du Bayern. Mais voilà, on sent un vif intérêt qui a une double conséquence. Bon, déjà, une coup de cou, on peut plus le faire. Et Xavi Simons, parce que ce sont 2 joueurs qui évoluent dans les mêmes zones. On peut se dire que si Bayern recrute Nkunku, ils ne feront pas Xavi Simons cet été, qui est revenu de blessure. Rappelez-vous, il a été opéré en octobre dernier. Et là, il revenait ce week-end, doublé. Il a fait des déclarations très intéressantes en disant que c'était sa première longue blessure de sa carrière et qu'il a eu le temps pour réfléchir et vraiment se remettre en question. Et que c'est un nouveau Xavi Simons. D'ailleurs, il a changé même son nom en fait. Il a dit au speaker de Leipzig de prononcer Xavi Simons, pas que Xavi, parce que c'est son prénom
complet. Enfin, ça, j'ai pas trop compris. Mais voilà, il a dit le soir quand je me couchais dans mon lit, je réfléchissais machin. Donc voilà, pour cet été, un prétendant en moins. On sait que le Bayern, c'était les plus chauds l'été dernier. Après, Manchester United, surtout s'ils sont pas actifs cet hiver à cause du fair play financier qui les bloque un peu, peut-être pourrait revenir. Voilà, si Kolo Muani part autre part, voilà, ils pourront faire de Xavi Simons une piste. Bon, pour revenir sur Kvaratskhelia quand même, qui est le plus concret, on est sur un scénario classique de Luis Campos, avec une fuite dans la presse à un état avancé des négociations. Peut-être que ça négocie depuis longtemps, en fait, avec le Napoli. Mais ça a filtré jeudi matin. Dans les médias locaux, comme d'habitude, ça c'est pareil. Toujours les médias étrangers qui ont l'exclusivité. Il Roma pour cette fois, un journal napolitain. Et ensuite, ça a été confirmé par les journaux français, mais qui ont été un petit peu largués sur ce dossier. Par exemple, Fabrice Hawkins qui disait que ça allait être difficile pour cet hiver. On annonçait aussi que la condition était de vendre, faire partir nos indésirables. Au final, on finit Kvaratskhelia alors qu'on n'a aucun départ de bouclé et que ceux qui devraient l'être, c'est dans le cadre de prêts secs sans même une option d'achat, quoi. Donc même pas d'entrée d'argent, juste tu t'économises le salaire. Bon, voilà, on se rend compte quand même de la puissance du PSG qui réussit en hiver un gros coup, voilà. Là aussi, on voit toute la puissance du club, en une semaine, 15 janvier, c'est terminé, transfert à 70 millions. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a peu de concurrence. Alors, les clubs anglais ont été un peu pris au dépourvu. Il y a Liverpool qui est venu au renseignement, mais c'était très avancé. Avec le joueur, on a l'accord depuis juin dernier. Et peut-être que le PSG a voulu boucler le deal dès maintenant pour s'éviter justement un jeu d'enchères cet été avec d'autres prétendants. Là, pour le moment, par exemple, les clubs anglais comme Manchester United sont pris par le fair play financier, qui est très strict là-bas. Donc, tu as moins de concurrence, tu es un peu tout seul sur le dossier du côté du Napoli. Du coup, on te fait payer un peu moins que ce qui était demandé cet été quand même. On rappelle que c'était au-delà des 100 millions qu'il fallait poser et que là, on parle de 70. Donc, petite ristourne de 30 millions, c'est pas négligeable. Par contre, alors il y a la question du timing, le fait que tu le recrutes à 15 jours de ton issue en Ligue des Champions. Donc, soit tu te qualifies, et là, aucun problème. Mais si tu te qualifies pas dans 15 jours, il est vrai que je pense qu'on se foutra de notre gueule. De recruter comme ça. Après, bien sûr, ce seront des gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, parce que Kvaratskhelia, bien sûr, il arrive pour 5 ans, pas pour 6 mois, et si on est éliminé de la Ligue des Champions, il pourra s'acclimater pendant une demi-saison en Ligue 1, et ensuite faire une vraie prépa avec le club et tout ça, donc vraiment tout parfait pour l'adaptation, alors que si on part tout de suite sur une titularisation, par exemple, alors pas sur les 2 derniers matchs, puisque on peut pas, mais sur les barrages, par exemple. Le premier barrage, si je dis pas de bêtises, c'est dans moins d'1 mois. Donc, potentiellement titulaire en Ligue des Champions 3 semaines après son intégration dans le 11. On a vu pire comme timing. Il y a des mecs qui sont titulaires 1 semaine, 15 jours après. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait permettre l'adaptation. Après, de l'autre côté, tu as la question de l'avoir laissé l'été dernier pour le faire cet hiver. Et donc, on a dit plutôt que du coup, tu le payes moins cher. Mais tu le fais au final, c'est ton plan A, c'était la grande priorité de Luis Enrique. Et par contre, à l'inverse, on peut quand même nuancer en disant que cet été, tu as décidé du coup de ne pas le faire, enfin tu étais forcé par le Napoli qui l'a retenu. Et toi, de ton côté, par contre, le choix que tu as fait, c'est de ne pas recruter à son poste. Refuser des joueurs comme Sancho, comme Lookman. Et ça, je trouve que tu l'as payé en Ligue des Champions quand même jusque-là. Et c'est pour ça que je parlais de la potentielle élimination. Si dans 15 jours on est éliminé, là quand même, faudra dire que c'est un peu un point négatif d'avoir fait ce choix, parce que un Sancho, par exemple, tu pouvais te le faire prêter. Voilà, pallier un peu à ton problème d'inefficacité en Ligue des Champions, parce que justement, si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas recruté devant. Alors après, on me dira, c'est pas le poste d'ailier gauche qui marque les buts. C'est plutôt le poste de numéro 9. Et donc, c'est un dossier indépendant de Kvara que celui qui est censé nous faire pallier ce problème. Le club a fait une erreur de com aujourd'hui en ce qu'ils ont dévoilé le 4e maillot, donc avec Jordan, là, bleu marine avec l'aile Jordan qui se déploie, une version manche longue qui est vraiment mise en avant,
alors que je préfère la manche courte, personnellement. Le maillot rend mieux que sur ce qui avait fuité ces dernières semaines. Donc, au final, ça va, il est plutôt beau, surtout les vestes. La veste blanche qui est sortie avec est vraiment exceptionnelle. Alors, faut pas l'attacher, mais elle est exceptionnelle. Et je dis que le club a fait une erreur de com parce que tu vas boucler Kvaratskhelia. T'aurais pu attendre l'officialisation du maillot pour justement surfer sur cette vague qui va arriver. Probablement, il va prendre le numéro 7. Il va pas rester sur le 77 de Naples. Il est fan de Cristiano Ronaldo, donc normalement il va prendre le 7 qui est vacant chez nous, en plus qu'on n'a même pas donné à Barcola après le mercato de cet été. Donc t'aurais pu, tu vois, faire cette opération. Au final, tu dévoiles ton maillot un peu dans l'anonymat parce que tout le monde est concentré sur vraiment cette info Kvaratskhelia mercato. Et ce qui serait le pire, c'est que tu le portes demain pour le match de Coupe de France. On va pas se mentir, voilà, c'est pas le match du siècle. Pas grand monde va regarder. Et voilà. Je sais même pas si le match est diffusé en clair. Ah, je me suis pas renseigné sur les diffuseurs parce qu'il y a quand même le match entre Lille et Marseille sur ces 16e de finale de Coupe de France. Et je pense que c'est plutôt ce match qui va être en clair. Nous, on devrait se taper Beansport avec encore le duo Joss et Bravo. Mais j'en suis pas certain. Faites vos vérifications, les gars. Donc voilà. Kolo Muani, autre dossier mercato. Aujourd'hui, tu as reçu une offre de Tottenham. Donc, tu es en bon terme avec eux. Lévy, le président, très ami avec Nasser. Et au final, ils te font un truc avec une option d'achat non obligatoire. Mais punaise, les roast beef, sortez l'argent à un moment donné. La Juve, ça discute très concrètement. Il y a une décision finale qui est attendue demain de la part du joueur parce que le PSG est d'accord avec les Turinois pour un prêt sec sans option d'achat jusqu'à juin. Ça, je trouve que c'est pas un bon deal, quoi. Alors la Juve, ils se disent qu'ils recrutent un peu leur Marcus Thuram. Voilà, à l'Inter, ils en sont contents, donc ils essayent de faire un peu pareil. Mais moi, j'y crois pas du tout. Hein. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Enfin, les principes de jeu de la Juve qui ne sont pas basés sur la transition, donc ça convient pas à Kolo Muani. Les physionomies de match, voilà, des matchs fermés, beaucoup de matchs nuls où on attend de marquer le premier but face à des équipes, voilà, qui t'attendent un petit peu bas sur le terrain. C'est pas ce qui convient à Kolo. En plus, ils sont bien pourvus, enfin, offensivement. Alors après, c'est vrai que, voilà, Vlahovic, Milik, ils en sont pas contents. Vlahovic, il y a potentiellement un départ qui se profile. Peut-être qu'à terme, ça fera de la place à Kolo Muani et que si ça se passe bien, ils voudront l'acheter. Mais il n'y a même pas d'option d'achat, en fait. Même pas conditionné à un certain nombre de matchs, tu vois. Tu leur as même pas dit, allez, on fait 50 patates et vous la levez s'ils jouent 20 matchs, tu vois, sur la deuxième partie de saison. Et au final, bon, ils auraient pu faire une magouille. Au bout de 19 matchs, ils arrêtent, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, prêt sec, je trouve que c'est pas bon du tout. Voilà. Mais c'était sûr, hein, de toute façon. Les Italiens n'ont pas un rond. Donc c'est sûr et certain que si tu veux négocier avec eux, c'est pour ça. Donc vraiment, depuis 15 jours, on nous sort une multitude de prétendants partout en Europe. Et au final, non, on est la queue entre les jambes. Et on accepte à la mi-janvier, très tôt dans le mercato, hein, d'ailleurs, il faut le signaler, cette opération, bon, qui personnellement... Surtout qu'en plus, la Juve... Je crois qu'ils vont faire une offre de 50 millions pour Araújo, le défenseur uruguayen du Barça, dont Barcola a visiblement stoppé la carrière en demi l'année dernière. En quart, pardon, l'année dernière. 50 millions, putain, sur un défenseur. Alors, c'est vrai que pour Araújo, je trouve que c'est un prix, enfin, si ça se fait, un prix qui est pas mal. Mais voilà, mettez-les aussi sur Kolo Muani à un moment donné. Bref. Dans tous les cas, le joueur doit encore décider, hein, et peut-être que il va prendre son temps et que la Juve avec Thiago Motta, ça va pas l'intéresser. Peut-être que en Italie, il va préférer aller à Milan où il connaît l'entraîneur Sergio Conceição, où il y a des Français quand même, hein. Il y a Théo Hernandez, t'as aussi Marcus Thuram qui est à l'Inter, tu vois. Les mecs, ils sont potes. Peut-être qu'avoir la vie à Milan plutôt que Turin, qui est une ville un peu moins bien, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai. Bon. Tout ça peut-être entre en compte. Mais voilà. Demain, match à Clermont pour y affronter Espali et Pali. Je sais pas trop comment on prononce. Avec des absents. Mbaye, on rappelle, entorse à la cheville. Il est absent pour quelques semaines. Dembélé qui est malade. Syndrome viral. Quand j'ai vu qu'il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, j'ai pris un peu peur parce qu'il est en pleine bourre, hein. Pas que cette saison, pas que cette année, parce qu'en 2025, pour l'instant, c'est le seul buteur du PSG. Donc, normalement, demain, on va avoir le deuxième buteur du PSG sur l'année. Mais depuis aussi la fin d'année 2024, quoi.
Lyon, Monaco, il score déjà dans des gros matchs de Ligue 1. Et là, pareil, il rebelote contre Monaco, Saint-Etienne. Donc c'est cool. Et des vrais buts, quoi. Des vrais beaux buts. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, il n'est pas là demain. Marquinhos aussi, hein, qui est gêné un petit peu aux adducteurs. Mais Luis Enrique en conférence de presse a rassuré en disant que il peut jouer demain. Simplement, ils prennent pas de risque. Voilà, ils ont l'accord du docteur, mais ils le laissent au repos. Ils savent très bien que c'est un joueur qui commence à vieillir et que si tu le fais revenir un peu trop tôt, ça peut siffler un peu plus chaudement plus tard. Contre Saint-Etienne, comme j'ai dit, hein, Luis Enrique nous a plutôt surpris sur la composition. Donc c'est difficile d'imaginer celle qui sera alignée demain, bien évidemment. Je pense que il sait ce qu'il va faire. Là, il est en train de répartir ses temps de jeu de manière très précise. Voilà, il a un programme qui est établi, je pense, avant l'enchaînement en Ligue des Champions. Donc, ça va être difficile de voir ce qui va être fait. Au poste de gardien, déjà, alors Safonov, après le match contre Saint-Étienne, au parc, il est resté. Il a fait un entraînement, un gros entraînement. Bon, en conférence de presse, Luis Enrique aujourd'hui, il a encore dit qu'il avait ses 3 gardiens disponibles. Il inclut Arnau Tenas, mais ça, ce serait une vraie surprise. Je pense que demain, on verra Safonov, du coup. Même si de l'autre côté, il a montré ce week-end qu'il était capable de faire du turnover en Ligue 1. Je pense qu'il a fait autant de turnover contre Saint-Etienne qu'il en fera contre Espali demain. Hein. Vraiment, le 11 a quand même été très remanié. T'as donné la première titularisation à Lucas Hernandez depuis les croisés en Ligue 1 et pas en Coupe de France 2 jours après, quoi. Donc c'est pas rien. Et du coup, comme on joue Lens ce week-end, contre qui Safonov a joué 2 fois, alors il y en a une, c'est parce que Thiago Motta, n'importe quoi. Donnarumma avait perdu sa joue à Monaco 4 jours avant, mais par contre, le Lens de novembre, avant le match contre l'Atlético, voilà, c'était pour des raisons tactiques. Une équipe qui nous presse, je mets Safonov. Choix tactique. Et donc samedi, si on suit la logique, il devrait être titulaire, surtout que Lens à domicile devrait venir nous chercher un peu plus, même si ça n'avait pas forcément été le cas en Coupe de France. Mais voilà, je pense qu'il sera titulaire quand même demain à la place de Donnarumma, qui en plus reste sur cette action un peu lunaire du coup franc stéphanois. En défense, moi il y a un joueur que je veux voir enchaîner, c'est Lucas Beraldo. Notre première partie de saison, on l'a faite quasi exclusivement avec la charnière Marquinhos, Pacho. Mais sûrement au détriment de certains. Alors Skriniar non, parce que tu veux le faire partir même cet été. Il n'est pas dans les groupes fin août. Donc c'est normal de pas lui donner de temps de jeu. Par contre, Beraldo, il a fait ses matchs. Quand il est à son poste, tu sens quand même que c'est mieux qu'en latéral. Et je trouve que son temps de jeu n'a pas été assez élevé sur la première partie de saison. Alors là, on va enchaîner les matchs. Il va l'avoir plus. Mais j'aimerais quand même le voir cette semaine. Alors, je pense que ce sera soit demain, soit samedi qu'on le verra. Je sais pas trop ce que je préfère entre un vieux match de Coupe de France où il aura pas grand chose à faire, si ce n'est faire parler ses capacités à faire de superbes transversales, ou samedi, gros match de Ligue 1, face à une équipe explosive, physique, athlétique, des qualités évidemment qui sont les défauts de Lucas Beraldo. Et donc, ça pourrait être un challenge pour lui d'être titulaire samedi, avant la Ligue des Champions. On verra. Mais dans tous les cas, demain, avec l'absence de Marquinhos, je pense qu'il le sera quand même. Surtout parce que axe droit, en fait, il semble être la solution la plus à même. Hein. Alors, on n'oublie pas quand même que Lucas Hernandez, la saison passée, jouait axe droit. Il y a des matchs qu'il fait. Je me demande d'ailleurs si sa blessure contre Dortmund, sur l'action avec Füllkrug, là, le décroisé, c'était pas axe droit. Si je dis pas de bêtises. Enfin, dans tous les cas, l'action se déroule axe droit du terrain, mais je crois qu'il est titularisé axe droit à ce moment-là. Bon, bref. Donc, j'aimerais bien voir Beraldo demain. En conférence de presse, au même poste, Luis Enrique a parlé de Kimpembe. Ça y est, il a enfin ouvert la porte à un retour. Hein. Il a dit « Presco est prêt, j'ai discuté avec lui, il se sent bien ». Normalement, ça annonce un retour demain, au moins dans le groupe. Peut-être qu'il aura des minutes, pas titulaires, mais des minutes. Et ça ferait très plaisir de le revoir quasiment 2 ans après. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense quand même qu'on va partir sur une charnière Beraldo, Pacho, je pense, ou Axel Tapp. Aussi, Luis Enrique en conférence de presse a dit, oui, bien sûr, Tapp peut être titulaire demain. Et c'était un des tout premiers à s'échauffer au parc dimanche contre Saint-Etienne.
le pote avec qui j'étais, il me dit, mais c'est qui s'échauffe là-bas? Ah bah j'ai dit, c'est Axel Tapp. Je pensais qu'on allait le voir parce il s'est échauffé très tôt dans la seconde mi-temps. Au final, on l'a pas vu. Chez les latéraux, peut-être mettre au repos Hakimi quand même. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de remplaçant à Hakimi. Et ça, on a beau faire Kvaratskhelia et tout ça, ça reste quand même un poste où j'aimerais faire une petite trouvaille, je sais pas, un petit prêt de 6 mois d'un jeune joueur ou plutôt d'un vieux, tu vois, même un milieu de terrain, un truc comme ça que tu me remets à ce poste. Mais c'est vrai que Hakimi, faudrait éviter de trop tirer sur la corde et le péter. Il y a Yoram Zag, info intéressante, c'est qu'il faisait partie des joueurs qui en décembre devait prolonger, enfin de manière officielle contre Lyon. Il était prévu que lui et un autre jeune, je sais plus lequel, soit avec les Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes du coup, même si du coup aujourd'hui c'est plus trop à la mode, pour officialiser donc la prolongation. Et donc ça n'a pas été fait, sûrement parce que le club fait comme Luis Enrique et Luis Campos, il attend que tout le monde prolonge pour annoncer tout le monde en même temps, pour faire genre, voilà, t'es un groupe, c'est pas des individualités, machin. Donc voilà, il y aura Zach qui devrait donc prolonger au club, sachant qu'on le voit beaucoup moins ces derniers temps. Je pense qu'il faudrait quand même le prêter. Au milieu, j'aimerais m'arrêter sur Mayulu. Parce que Luis Enrique, quand il est en conférence de presse, il a l'habitude de ne pas parler de ses joueurs. Hein. À chaque fois, il dit moi, j'ai qu'un collectif, je ne me prononce pas sur les joueurs. En réalité, il parle des joueurs quand ils vont mal. Typiquement, dimanche soir après Saint-Etienne, Barcola, il dit voilà, c'est un très grand joueur, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir, parce qu'il n'est pas en forme. Dembélé, qui est en très grande forme, alors que l'année dernière, il avait accepté de dire que c'était l'ailier le plus déstabilisant du monde, après le match contre Reims, si je dis pas de conneries. Bah là, il dit non, j'ai rien à dire sur son match. Le mec te plante un doublé, te fait quand même ton match assez rapidement, hein, 25e minute, c'était torché. Et non, j'ai rien à dire sur son match, je parle que de mon équipe. Voilà. Donc, quand tout va bien, il parle pas. Quand ça va un peu moins bien, il parle. Mayulu, tout va bien. Et il en a parlé aujourd'hui en conférence de presse, hein, parce que il a quand même dit que il était très heureux quand Mayulu a décidé de rester. On sait que Luis Enrique a eu un grand rôle dans le fait que Mayulu reste, parce qu'il y avait des clubs qui s'y intéressaient, on aurait pu le faire partir. Je crois qu'il était en fin de contrat aussi, donc il aurait pu partir. Il y avait vraiment des clubs allemands qui lui faisaient une grosse cour. Et au final, voilà, avec Luis Enrique, ça passe très très bien. Et même Luis Enrique a dit que Mayulu, voilà, se battait, était en lice pour une place de titulaire. Donc demain, je pense qu'on peut le revoir, surtout qu'il l'a sorti assez tôt contre Saint-Etienne dimanche. Voilà, peut-être que ça présage d'une titularisation demain soir. Avec Mayulu, qui je pense sera titulaire et surtout je l'espère. Surtout qu'en fait demain on va avoir une équipe qui je pense nous attendra, va poser un bus. J'aimerais bien voir Mayulu dans ses physionomies de match, parce que Strasbourg et Saint-Etienne, qui sont ses deux meilleurs matchs de la saison, c'était deux équipes avec des ambitions qui te laissent des espaces et que du coup tu peux les utiliser. Avec lui, je pense que Warren sera titu. Il a fait une bonne entrée dimanche. Joao Neves aussi, parce que Joao Neves, il a mine de rien que 65 minutes sur l'année contre Monaco, et dimanche, il est sur le banc, il rentre même pas. Donc je pense que Joao Neves, ça c'est sûr, il sera titulaire. Peut-être Warren, peut-être aussi Ruiz. Hein. Faut pas oublier que justement, contre les équipes qui posent des bus défensifs, il aime bien mettre Ruiz milieu le plus avancé là, lui dire de faire les appels, de distribuer, de se retrouver en position de frappe pour faire des frappes toutes molles, hein, pas marquées, hein, il est pas décisif. Mais voilà, il aime bien l'utiliser dans ce genre de match, Luis Enrique. Donc ça m'étonnerait pas que Ruiz enchaîne sur une titularisation après celle en numéro 6 contre Saint-Etienne, mais du coup dans un rôle différent. Je pense que s'il est titulaire demain, c'est dans le rôle le plus avancé dans l'entrejeu. Et puis devant, finalement on n'a pas 36 solutions en attaque, hein, parce que Asensio, Colomani normalement ne seront pas convoqués. Asensio d'ailleurs, le fait qu'Aston Villa recrute Malen, ça fait qu'ils peuvent plus s'y intéresser. La semaine dernière, c'était ressorti. Hein, on rappelle que c'est un club qui le voulait avant même sa signature au PSG. On était en concurrence avec eux pour le signer libre à l'été 2023. Donc on va voir. Mais normalement, il sera pas convoqué demain, tu vois. Donc il y a Ibrahim Mbaye, comme j'ai dit, qui est aussi absent en attaque. Dembélé. Du coup, ça fait que Lee, Désiré Doué, Barcola et Gonzalo Ramos. Je pense qu'on va voir Gonzalo Ramos. L'année dernière, il était titulaire en Coupe de France la plupart du temps. Avec Barcola et ensuite Désiré Doué ou Lee. Moi, je préfère Désiré Doué sur ce genre de match parce que Lee, c'est-à-dire que tu peux le mettre titulaire ailier droit dans les gros matchs.
Parce que c'est vrai qu'il t'assure une conservation de balles, très peu de déchets, du coup de perte de balles, et de contre-assassin pour l'adversaire. Bon, là, on va pas manquer de respect à Epali, mais je pense que demain, faut quand même des joueurs, voilà, qui font des choses, qui tentent, qui dribblent dans les 1 contre 1, qui sont explosifs, voilà, qui frappent, qui font des différences, quoi. Broder sur le côté, ça va rien faire. Après, s'il met Gonzalo Ramos 9, il peut peut-être demander à Ali de centrer. Mais Désiré Doué a aussi une excellente qualité de centre. On se rappelle de sa passe D pour Kolo Muani contre Lille début septembre. Donc voilà. Il y a eu d'autres centres qu'il a vraiment bien effectué. Bon, je pars quand même sur Désiré Doué demain. Aussi parce qu'il n'a pas été titulaire contre Saint-Étienne dimanche, alors que Lee, si, il a enchaîné 2 titularisations. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain soir, bah oui, pour le débrief. Ciao les amis, prenez soin de vous.